mesdames et messieurs, je vous propose, après avoir joué au jeu des chaises musicales, de démarrer notre deuxième partie d'après-midi avec nos intervenants de la société VeryUp qui vont nous présenter les 3 tendances clés de la formation de demain. L'IA comme allié, l'environnement comme boussole, l'humain au cœur. C'est un magnifique programme et j'ai donc le plaisir pour démarrer ce programme d'accueillir 3 VeryUppers, c'est comme ça qu'on dit je crois, pour nous emmener à la découverte de ces 3 thèmes. Julia Heinemann qui est directrice management et soft skills. Bonjour Julia. Fabien Marchand, qui est directeur pédagogique de VeryUp. Salut Fabien, et qui nous fait l'amitié d'intervenir un petit peu parce qu'un petit collègue a été malade, finalement, il a de la grippe dans l'air. Et Juliette Morand, qui est donc consultante, account manager chez VeryUp, et notamment en charge de tout ce qui est RSE. Voilà, je vous passe la parole. Vous avez donc 30 minutes pour nous convaincre de ces 3 tendances, et on prendra des questions à la fin de leur intervention, si vous en êtes d'accord. À vous de jouer. Merci beaucoup. Alors, en effet, moi, c'est Juliette. Au-delà d'être consultante account manager, responsable RSE chez VeryUp, je suis également passionnée des sujets de transition environnementale. Et je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet avec vous et de voir une salle aussi remplie. Donc, je ne vais pas vous rappeler les faits. Au vu de l'urgence écologique que nous connaissons tous, chaque métier a un rôle à jouer pour accélérer la transition de nos modèles. Aujourd'hui, le mouvement n'est plus de mesurer a posteriori l'impact de telle ou telle action, produit ou parcours de formation, mais bien d'intégrer ce critère dès la phase de conception, le Sustainability by Design que vous avez déjà dû entendre et rencontrer. Alors la formation, elle aussi, a son rôle à jouer. Non seulement en accompagnant la montée en compétences et la sensibilisation sur ces sujets, mais également en optimisant elle-même l'impact environnemental de son activité. Et alors, comment on fait ça? Pour ceux qui s'y sont déjà essayés, bravo. Vous avez dû vous rendre compte que calculer, comparer l'impact carbone des parcours de formation est un exercice plutôt périlleux. Et vous avez raison. Et question bonus, demain, comment intègre-t-on la montée en puissance et l'impact écologique de l'intelligence artificielle? Alors, chez VeryUp, nous ne pensons pas avoir toutes les réponses à ces questions, mais on a quand même voulu aller de l'avant et travailler en interne pour pouvoir vous proposer aujourd'hui quelques clés, quelques premières idées pour vous aider dans cette réflexion. Alors, pour rappel, chez VeryUp, très rapidement, qui sommes-nous? Nous sommes une équipe de passionnés de l'innovation pédagogique, de la formation blended et sur mesure. Et la mesure d'impact, impact pédagogique et impact environnemental, est inscrite au cœur de notre mission, que vous voyez ici. Dans un monde en mutation permanente, notre mission est de créer des formations hybrides sur mesure, à impact opérationnel et environnemental, pour développer durablement les compétences de demain de toutes et de tous. Donc vous l'avez compris, dans tous nos projets chez VeryUp, on va chercher à maximiser l'impact pédagogique et à minimiser l'impact environnemental. Mais alors concrètement, comment on fait tout ça? Vous allez me demander. Comment, chez VeryUp, vous réussissez, vous, à allier enjeux pédagogiques et enjeux écologiques? Je vais déjà vous partager quelques clés que nous mettons en pratique, quelques convictions que nous utilisons au quotidien. Tout d'abord, valoriser, capitaliser sur l'existant, mutualiser, partager, une façon en quelque sorte de recycler intelligemment, bien sûr. Ensuite, chez VeryUp, nous sommes convaincus de l'apport pédagogique du blended. Et alors, l'idée, dans notre cas, c'est bien sûr de digitaliser une partie des contenus, notamment les contenus peut-être plus théoriques, et de garder le présentiel, qui est souvent plus consommateur, dû au déplacement lointain,
pour toute la valeur qu'il a apportée, que ce soit échange, questions, mise en pratique. Ensuite, si vous utilisez des vidéos, pensez à poser quelques garde-fous. Cette modalité, ce médium, est très plébiscité, mais il n'est pas toujours le plus pertinent pédagogiquement parlant. Et vous le savez, il peut être très consommateur. Donc pensez dans des parcours à forte part de vidéos, à plus varier les modalités, des jeux sur des textes, des infographies, des images, des podcasts, de l'audio, peuvent parfois la remplacer. Et finalement, la durabilité de vos formations. Une sorte de lutte contre l'obsolescence programmée des parcours de formation. Alors comment on fait ça? Eh bien, en se posant la question des messages les plus stables versus des messages qui seront amenés à évoluer et de choisir les bonnes modalités en fonction, en sachant que les messages qui vont évoluer doivent être intégrés à des médiums peut-être plus simples à mettre à jour. Alors, oui, vous allez me dire, tout ça, c'est quand même assez évident, ça relève du bon sens, et vous avez raison. Même si je dois dire qu'il est quand même assez rare de voir dans des organisations ces recommandations mises en pratique au quotidien et sur tous les projets. Mais c'est pour ça que chez VeryUp, nous avons voulu aller un peu plus loin encore. Et donc, je vais vous révéler ce que vous attendiez tous aujourd'hui, c'est notre boussole carbone. Donc, nous avons construit chez VeryUp cette boussole carbone sur la base d'hypothèses et de données fiables issues de l'INSEE, de l'ADEME et de partenaires pour construire cet outil, cette boussole qui vous permet de calculer et de comparer l'impact carbone de vos parcours de formation blended. Notre ambition avec cet outil, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs de la formation de construire des parcours de formation qui sont plus respectueux de l'environnement. Cette boussole intègre 5 modalités à date: le présentiel, l'e-learning, la classe virtuelle, les évaluations digitalisées et les vidéos. Et la liste s'allongera demain et se complétera demain. Cette boussole, au-delà d'être un simulateur, vous permet demain de faire un arbitrage responsable entre plusieurs mix de modalités pertinents. Attention, l'usage de cette boussole vient dans un second temps. Notre priorité numéro 1 est toujours l'impact pédagogique. C'est ensuite, pour faire le choix entre plusieurs parcours pédagogiquement pertinents, qu'on viendra utiliser cette boussole. Pour vraiment s'inscrire dans l'ambition que nous avons de faire progresser tout le monde, cette boussole sera libre d'utilisation. Elle sera ouverte, collaborative et accessible à tous en ligne. Donc vous pourrez nous faire part de vos retours de façon à ce que l'on puisse l'améliorer au fur et à mesure. Alors oui, ceci est une première pierre, une première contribution au projet très ambitieux de lutter, de faire de notre mieux quant au réchauffement climatique. Mais nous voulions aujourd'hui vous le montrer. Nul doute que demain, d'autres outils seront à disposition pour créer des parcours qui répondent encore mieux aux objectifs pédagogiques et qui permettent d'être encore plus protecteurs de l'environnement. Mais si j'avais un seul message à vous faire passer aujourd'hui, c'est que pour aborder ce sujet très large et ambitieux, on doit rester dans l'ouverture et le partage. Comme nous le faisons aujourd'hui avec la boussole, comme nous devons le faire demain avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, je vais regarder mon collègue Fabien. J'ai lu récemment un article qui mentionnait qu'une requête ChatGPT était 60 fois plus gourmande qu'une requête Google. Alors, l'intelligence artificielle, comment on s'en fait une alliée, Fabien? Merci beaucoup, Juliette. Effectivement, une requête ChatGPT, c'est beaucoup plus gourmand qu'une requête Google.
mais on n'est pas censé en avoir le même usage. Ce n'est pas la même fonctionnalité, on ne va pas aller chercher la même chose. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de savoir bien utiliser l'IA pour nous aider dans notre métier de concepteur pédagogique. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous expliquer ce que c'est que l'IA générative. Je ne vais pas vous expliquer en quoi c'est une révolution pour le monde de la formation. Je pense que si vous êtes là sur le Learning Tech depuis ce matin, vous avez déjà dû entendre beaucoup parler de l'IA. Et peut-être même que vous avez testé, vous aussi, des outils d'IA. Peut-être même que potentiellement, vous avez été un peu déçu par rapport à ce que vous pensiez que ça pourrait faire. Et que le truc qui vous a le plus bluffé ces derniers temps, c'était de voir Emmanuel Macron chanter du Angèle. Voilà, ça c'était le truc qui nous a fait un peu rigoler. Mais au-delà de la blague, moi je voulais vous parler de la courbe de la hype de Gartner. Cette courbe de la hype, elle est valable pour toute innovation. Donc il y a 3 phases à chaque fois. La première phase, c'est la phase de lancement où, à coup de renfort de messages marketing, de tweets, on va avoir des attentes qui sont très 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 élevées par rapport à une innovation. Donc ces attentes, souvent, elles sont surdimensionnées et lorsqu'on se confronte à la réalité du terrain, eh ben, effectivement, on est confronté à pas mal de désillusions. C'est un peu la dégringolade. Donc il faut un certain temps avant qu'une technologie rencontre son marché, avant qu'elle ait des usages qui soient bien affirmés pour gagner en productivité, en efficacité, en créativité, enfin ce que vous voulez de la part d'une innovation, et atteindre un plateau de productivité. Donc pour nous, aujourd'hui, en termes d'atteinte de plateau de productivité au niveau des IA, il y a 2 axes qui nous paraissent importants. Le premier axe, ça va être, pour se faire de l'IA une véritable alliée dans notre métier, ça va être déjà un perfectionnement de la technologie. Tout à l'heure, j'étais un petit peu méchant en disant qu'on était un peu déçus. Pour autant, il y a des choses très très chouettes et très impressionnantes qui se font avec les IA. Je pense notamment à la génération d'images, je pense au doublage de vidéos, je pense à la génération de traduction automatique. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà très très chouettes. Néanmoins, on peut se poser la question de se dire si moi, en tant que participant de parcours de formation, je vois dans mon parcours des tonnes de vidéos qui sont doublées par IA, est-ce qu'il ne va pas y avoir une certaine lassitude? Est-ce que je ne risque pas aussi de perdre en termes de niveau d'attention et peut-être même à la fin d'avoir plus de difficultés, avoir moins bon score sur mes formations, moins de rétention d'informations? Donc c'est le bémol que l'on met. Et donc un perfectionnement de la tech pourra justement pallier à ces éléments-là. Deuxième axe, et c'est celui sur lequel on va un peu plus échanger aujourd'hui, c'est l'axe de l'intelligence humaine. Alors je m'explique. L'IA, c'est quelque chose qui est pas magique, c'est quelque chose de mathématique, c'est des modèles statistiques, probabilistes, et on a besoin de l'intelligence humaine, on a besoin de parti pris pédagogiques pour bien utiliser l'IA et travailler sur la qualité des outputs fournis par ces IA. L'exemple, c'est en 2016, quand on a demandé à une IA de classer 600 000 personnes pour un concours de beauté, et quand on a vu que parmi les 44 gagnants, 38 étaient des personnes blanches, ben on voit tout de suite que le set de données sur lequel on entraîne l'IA, ben, il est plein des biais cognitifs, des biais idéologiques que chacun d'entre nous emporte. Donc le set de données, il a son importance. Et donc l'intelligence humaine, pour aller analyser derrière ce qui se passe, elle est primordiale. Pour nous aider là-dessus, ben, rien de mieux que de revenir à nos fondamentaux, à nous, professionnels de la pédagogie, et nous appuyer sur nos apprentissages liés aux sciences cognitives. Donc il y a 2 apprentissages qui nous paraissaient intéressants à évoquer avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est le principe d'espacement. Et le second, alors là c'est plus qu'un principe, c'est une compétence, mais qui est liée à des principes issus des sciences cognitives, c'est apprendre à apprendre. Et on va venir dessus. Sur le principe d'espacement, peut-être que vous reconnaissez cette personne, il s'agit d'Hermann Ebbinghaus, à qui on doit la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est ce modèle qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, dans un parcours de formation, il vaut mieux espacer les contenus et y revenir régulièrement que tout voir de façon massée à un instant T. Donc c'est Hermann Ebbinghaus, il a travaillé sur des syllabes et de l'apprentissage de vocabulaire, mais bon, ça s'est vu après sur l'apprentissage des langues vivantes, des mathématiques, sur l'apprentissage de processus et de tâches,
qu'il valait mieux avoir un apprentissage espacé dans le temps et séquencé. Aujourd'hui, avec ChatGPT, avec un bon prompt, vous pouvez déjà sortir un synopsis de formation qui est intéressant, une première brique. Vous pouvez sortir même un synopsis de parcours qui est intéressant, mais ça va être à vous, professionnels de la formation, d'apporter cette connaissance-là. En fait, de lui dire, en fait, la façon dont je veux que ça se déroule, il faut qu'il y ait de l'espacement entre les modalités, il faut qu'on revienne, que ce ne soit pas juste un empilement de connaissances, mais qu'on ait une récursivité sur l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre soit dans le prompt, soit après dans l'exploitation de ce que ChatGPT va nous fournir. Donc ça, c'est un premier apprentissage, c'est que c'est à nous, professionnels, d'éduquer les outils d'IA avec nos connaissances issues des sciences cognitives. Si on prend un autre point de vue, on peut aussi se faire de l'IA une alliée et travailler sur ce principe d'espacement. Imaginez, en tant que concepteur de formation, vous concevez un parcours de formation et on n'a pas de recette magique pour dire quel espacement il faut entre chaque modalité. On a plusieurs options possibles et c'est notre expérience qui nous permet de choisir. Donc, on pourrait imaginer qu'on produise 3 fois le même parcours et qu'on modifie les espacements avec des hypothèses différentes et qu'après, sur une grosse cohorte d'apprenants, on se serve de l'IA pour étudier ce qui se passe et qu'on regarde vraiment quels sont les parcours les plus intéressants, qu'est-ce qu'on arrive à apprendre de tout ça. Et ça, c'est une vraie piste pour les chercheurs en sciences cognitives d'exploiter ce que l'IA peut nous permettre d'avoir. Donc, ces datas-là, c'est hyper intéressant et ça nous permet d'avoir des critères objectifs. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, on a souvent besoin en tant que concepteur de critères objectifs pour déterminer quelle est la longueur d'un module learning la plus adaptée à mon public, combien de questions je vais mettre dedans, à quel moment je vais mettre mes questions. Et ça, on peut imaginer que c'est un usage qu'on pourra avoir de l'IA grâce à ces datas-là pour avoir des critères un peu plus objectifs dans nos choix. Deuxième élément que je souhaitais aborder avec vous, c'est la compétence à apprendre, qui est une compétence qui est clé aujourd'hui et qui le sera encore plus demain. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organismes qui tentent de créer des agents conversationnels avec les IA pour apprendre des choses. On peut apprendre à jouer de la guitare, on peut apprendre l'anglais, on peut apprendre à rédiger un business plan, on peut apprendre à développer ses techniques de vente, on peut tout apprendre. Chez VeryUp, on en a testé pas mal et il y a un truc qui nous a interpellés, c'est que ces IA-là, alors c'est très chouette déjà, mais ce qu'on remarque, c'est qu'elles nous donnent tout de suite la réponse quand on leur pose une question. Et l'apport des sciences cognitives, c'est de nous dire peut-être que pour asseoir un apprentissage, pour mieux mémoriser, il faut aussi avoir une certaine réflexion. Donc, ces outils d'IA, il faut qu'on leur apprenne à poser des questions ouvertes. Pourquoi tu fais ce choix? Comment tu l'as fait? Quelle méthode tu vas utiliser pour résoudre ta problématique? Apprendre à ces outils d'IA à poser des questions pour développer cette réflexivité dans l'apprentissage et pour optimiser la mémorisation et le développement des compétences. Alors c'est quelque chose qu'on essaye de faire chez VeryUp. On est sur un travail de recherche actuellement. Vous pouvez venir sur le stand pour en discuter. À avoir un coach virtuel qui pose des questions, qui nous aide à aller plus loin. Et d'ailleurs, Julia, je vais peut-être te passer la main parce que tu as contribué à la conception de ce bot. Absolument. Merci beaucoup, Fabien. Fabien, je ne sais pas si tu te rappelles du moment où tu m'as demandé de travailler sur ce coach pédagogique avec de l'intelligence artificielle, à imaginer sa personnalité, des questions intelligentes qu'il pourrait poser. Tu te rappelles? En fait, il y a un truc que je ne t'ai jamais dit. En fait, je me suis sentie bizarre à ce moment-là et je me suis dit, il ne serait pas en train de me demander de travailler sur un outil qui va me remplacer dans quelques années, voire quelques mois. En fait, je me suis sentie, pendant une fraction de seconde, un peu comme ce que les médias et quelques chercheurs ont qualifié ces derniers mois d'IA-anxiété. Bon, heureusement, ça n'a pas duré longtemps, parce que nous avons tout intérêt, justement, à accueillir la grandissante omniprésence des IA comme une formidable chance de devenir plus efficace et surtout de gagner du temps pour nous poser la vraie question, comment mettre l'humain au cœur de nos formations et surtout, comment le faire encore plus pertinemment. Et pourquoi? Parce que toutes les études nous le montrent. En fait, on apprend beaucoup mieux lorsqu'on partage nos expériences, des interactions et surtout de la hauteur, de la prise de hauteur avec nos collègues, avec nos pairs, avec d'autres humains. Et comment est-ce qu'on fait ça?
Moi, j'ai envie de vous répondre par 3 leviers concrets. Dans le premier, pourrait aussi s'appeler « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Autrement dit, il faut que l'apprentissage soit expérientiel. Il faut que le faire se situe au centre. Il faut qu'on arrive à dépasser la seule dimension cognitive pour englober tout l'humain, ses pensées, ses émotions, ses sensations, ses perceptions, ses comportements. Et tout ça en demandant à nos apprenants de faire, de créer leurs propres objets, leurs propres livrables. Parce qu'en leur demandant de faire, de créer le manifeste managérial, le nouveau plan marketing, le livre de coopération, la charte de l'innovation, en demandant de faire, nous nous situons tout en haut, au sommet de la fameuse taxonomie de Bloom, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. En haut, la création. Et en même temps, nous allons exploiter ce que les chercheurs ont appelé ou baptisé l'effet IKEA. Vous avez déjà monté un meuble de cette enseigne? Alors vous avez potentiellement expérimenté ce que les chercheurs ont démontré, nous accordant plus de valeur aux choses que nous avons construites nous-mêmes. Et on peut encore mieux construire lorsque nous construisons à plusieurs, parce que le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Autrement dit, nos dispositifs de formation doivent comporter des moments précis dédiés à l'apprentissage partagé, aux interactions pertinentes. Plus scientifiquement, on peut appeler ça la pédagogie. La pédagogie, c'est l'apprentissage par et grâce à nos pairs. Mais attention, il ne suffit pas juste de réunir des gens dans une salle et de leur demander d'échanger. Il faut que cette pédagogie soit pensée et accompagnée par un expert, facilitateur et expert surtout dans son domaine. Alors, je ne peux pas vous montrer toutes les études qui existent sur le sujet. Retenez juste un chiffre, voire un nombre. Par rapport à l'apprentissage passif ou actif, nous pouvons gagner plus de 30% d'impact en ajoutant à nos dispositifs de formation de la pédagogie pertinente. Et les slides vont me suivre aussi. Et on peut être encore plus efficace grâce à l'humain au cœur de nos formations en exploitant un troisième levier, celui de la réflexivité, parce que, comme le disait un philosophe artificiel, apprendre sans réfléchir, c'est comme manger sans digérer. Je vous laisse choisir la citation que vous préférez tout à l'heure. En tout cas, la réflexivité, parce qu'il faut ajouter à nos formations des petites touches, des petites parenthèses de métacognition, un apprentissage réflexif pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, pour non seulement former, mais transformer, pour se poser les bonnes questions. Comment est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui a été facilitant? Qui a pu m'aider? Comment je peux appliquer concrètement? Comment je peux encore mieux faire demain? À quel collègue je peux demander de l'aide? Et quels conseils je peux donner demain? En tout cas, la métacognition, les études sont formelles, elle permet de décupler le fameux transfer on the job qu'on recherche tous, je crois, cette capacité de nos apprenants à vraiment transformer ce qu'ils ont appris en formation dans leur vie quotidienne. Ne serait-ce que 5 minutes de métacognition dans une heure d'apprentissage, à la fin d'une heure d'apprentissage, nous permettrait de doubler le nombre d'apprenants qui réussissent vraiment à travers des tests ou des examens. Alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ce n'est pas précieux ça pour tout acteur de la formation, pour toute entreprise, pour nos apprenants et pour notre ROI de la formation aussi? Alors peut-être que vous répondez oui, mais surtout vous dites, ouais c'est bien beau Julia, mais concrètement ça ressemble à quoi? Alors j'ai envie de vous dire, venez nous voir au stand N30 pour le découvrir. Non, je plaisante. Quoique, venez nous voir au stand, mais j'ai quand même préparé quelques exemples pour vous. Imaginez, vous faites partie d'un groupe de haut potentiel de votre entreprise, les décideurs de demain. Vous allez participer à un moment formatif dont l'objectif est de perfectionner votre art de la décision. Vous allez commencer par prendre conscience de vos biais cognitifs qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions. Vous allez ensuite co-construire avec vos pairs
une meilleure façon, une meilleure architecture de la décision et vous allez ensuite vous approprier des méthodes concrètes pour toujours plus challenger et améliorer vos décisions. Tout y est. La métacognition, le faire, la pédagogie. Vous êtes prêts pour l'exemple 2? Numéro 2. Visualiser un atelier expérientiel. Vous êtes invités, vous et vos collègues, vous êtes tous managers à un atelier et votre objectif est de développer la puissance de votre équipe. Vous allez commencer par exemple à définir un idéal de coopération, à ensuite co-construire une matrice des comportements souhaitables et vous allez enfin vous approprier une méthode concrète pour réaliser un atelier expérientiel avec vos collaborateurs, pour qu'ils deviennent acteurs actifs de la démarche et pour qu'ils co-construisent avec vous plus tard les actions concrètes à mettre en place. Ainsi, vous allez faire vivre la métacognition, le faire, la pédagogie, même au-delà de cet atelier. Jamais 2 sans 3. J'ai un troisième exemple. Mettez-vous à la place d'un directeur des ventes. Votre objectif, c'est de booster les résultats de votre équipe, de tous vos vendeurs. Vous allez pouvoir co-construire avec vos vendeurs le nouveau playbook avec toutes les bonnes pratiques et les horreurs à éviter. Vous allez pouvoir organiser un concours du meilleur pitch, peut-être à la façon The Voice. Le fauteuil va-t-il se retourner? Et vous allez pouvoir évidemment développer les compétences de vos vendeurs en négociation à travers des trainings bien pensés et surtout excellemment exécutés. Vous l'avez l'image? Merci. À ce moment-là, vous pouvez même ajouter notre chatbot pédagogique pour aller encore plus loin. Et je vous dis, vous n'avez plus besoin d'imaginer ça. Nous le faisons déjà chez VeryUp. Et demain, grâce à vous ou avec vous, on ira encore plus loin. Le faire, la pédagogie, la métacognition. 3 leviers concrets pour mettre l'humain au cœur de nos formations de demain et déjà d'aujourd'hui. Moi, je crois profondément que ces 3 leviers nous permettent en même temps de relever l'un des défis majeurs de la formation, de combler l'intention-action gap, ce fameux écart entre l'intention et l'action qui nous embête en formation, c'est-à-dire le véritable passage à l'action. Et de façon plus collective, avec Juliette et Fabien, nous sommes convaincus que ces 3 tendances, l'humain au cœur, l'IA comme allié et l'environnement comme boussole, sont les tendances de la formation de demain qui doivent nous guider au quotidien, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse de hard skills ou de soft skills, pour toujours plus faciliter le passage à l'action et, in fine, faire réussir tout le monde. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 de nous avoir emmenés dans votre voyage environnemental, IA, et bien entendu, autour de ces 3 thèmes que tu as évoqués, autour de l'humain au cœur. Y a-t-il une question dans la salle? Sinon, ça sera au stand N30. Voilà. Alors, moi, j'en ai une, c'est qu'on a bien vu comment, en mettant l'humain au cœur, tes 3 leviers permettaient d'actionner tout ça. Et comment vous combinez ces 3 axes que vous défendez tous les 3? Comment est-ce qu'on combine ces 3 axes? Justement, j'ai essayé, je suis désolée si ce n'était pas clair dans la conclusion, notre ambition, c'est justement de travailler main dans la main et d'avoir cette obsession de combiner ces 3 leviers constamment, quel que soit justement le parcours de formation. C'est-à-dire, on va se challenger sur à quel moment l'humain est pertinent, à quel moment l'IA va être pertinente, et surtout, avec Juliette, est-ce que tu prends le train ou l'avion? Est-ce que tu vas faire de l'IA dans ta formation ou pas? Est-ce que tu fais une vidéo ou est-ce que tu vas faire du texte, etc. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de faire tout. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les 3.